Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueille aujourd'hui pour cette toute première édition du Paris-Saclay Summit. Pendant 2 jours, on a voulu rassembler les passionnés de science, les acteurs de l'innovation, c'est-à-dire les scientifiques, les inventeurs, les citoyens, les politiques, les entrepreneurs, avec une ambition que d'aucuns jugeront peut-être immodeste, de replacer la science au cœur de notre société et de mettre en exergue son rôle crucial dans les défis qui nous attendent. Cet événement s'appuie bien entendu sur le rayonnement scientifique et technologique de Paris-Saclay pour mettre à l'honneur l'excellence française et la portée mondiale de la recherche publique et privée. Au terme de chaque table ronde, vous aurez la possibilité de poser vos questions à nos invités. Et je vous demanderai en outre de bien vouloir quitter vos places après chaque session, même si vous en avez réservé plusieurs à la suite, de façon à ce que tout le monde puisse rentrer, la plupart de nos sessions étant complètes. Enfin, je vous précise que celle de 17h45, consacrée à l'écologie fonctionnelle, a dû être annulée. Nous nous en excusons. Mais j'ai le plaisir de vous annoncer que vous ne perdrez pas au change, puisqu'elle est remplacée par les mystères du cerveau et de l'esprit, avec Hugo Botman, psychiatre à l'hôpital Bicêtre et chercheur associé à l'Institut du cerveau. Alors c'est parti. Au programme ce matin, dans cette salle Alan Turing, il sera question de génome du vivant, de la chimie au chevet du climat. Et tout de suite, on se plonge dans la spintronique et le calcul neuromorphique avec Julie Grolier, à laquelle vous allez réserver sans doute un accueil de star, mesdames, messieurs. Julie Grolier, vous êtes directrice de recherche au CNRS au laboratoire de physique des deux infinis, Irène Joliot-Curie, médaille d'argent 2018 du CNRS. C'est tout de suite, ça pose sa femme, là. Alors, c'est-à-dire qu'en plus, c'est pas le bon laboratoire. Oui, en plus, on s'est planté dans l'intitulé. Ça commence bien, c'est la journée, c'est normal. Alors, c'est quoi le bon labo? Voilà, donc le bon laboratoire, c'est le laboratoire... Rapprochez bien le micro, oui, parce qu'on vous voit aussi sur Internet en streaming. Donc, c'est le laboratoire Albert Fert, qui s'appelle comme ça justement parce que Albert Fert, qui a eu le prix Nobel de physique en 2007, justement pour avoir contribué au développement de la spintronique. Et que vous connaissez bien puisqu'il a été votre directeur de thèse. Exactement. On aura le loisir d'en parler avec vous. Alors, on imagine, on est dans une soirée plus ou moins mondaine, vous ne connaissez pas forcément tout le monde, et la question traditionnelle en France, c'est qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Comment vous vous présentez, Julie Grolier? Parce qu'on va parler de spintronique. Vous l'avez vu, on a dit volontairement les calculs neuromorphiques. Qu'est-ce que c'est? Vous dites bonjour, moi je suis une experte de spintronique. Et là, les gens disent, soit ils vont dans un coin pour reprendre un verre de vin, soit ils vous disent, mais ça consiste en quoi précisément? Voilà. Ça vous arrive, Julie? Exactement. Oui, donc la spintronique, c'est quoi? C'est une électronique basée sur le spin de l'électron. Donc l'électronique... je pense que vous en avez tous entendu parler. Il s'agit de manipuler la charge de l'électron. Mais ce qu'on sait moins parfois, c'est que l'électron a également un spin, donc qui est une autre de ses propriétés quantiques. Et le but de la spintronique, c'est de manipuler ce spin et de réaliser des calculs utiles avec ce spin de l'électron. Alors le spin de l'électron, on peut le voir. Alors c'est une propriété quantique, donc c'est toujours difficile à faire saisir. Et à chaque fois qu'on essaye de le faire, c'est approximatif. Mais on peut le voir comme en fait, le spin de l'électron caractérise la manière dont il peut tourner sur lui-même. Et donc souvent, de manière très conceptuelle, on va le représenter comme un vecteur, donc une flèche, qui, lorsque cette rotation se fait dans un sens, peut être vers le haut. Et lorsque la rotation se fait dans l'autre sens, va pointer par exemple vers le bas. Voilà, on appelle ça le spin de l'électron. Et le but de la spintronique, ça va être de manipuler ce spin. Alors, vous l'avez dit, il y a plusieurs couches, parce qu'on parle aussi de quantique. Peut-être définir rapidement le quantique, c'est... Alors, le quantique, en tout cas, c'est une propriété, au niveau du spin, c'est vraiment une propriété de l'électron. Et pour ce que je vais expliquer, finalement, la seule propriété quantique vraiment importante, c'est celle qui amène certains matériaux à devenir magnétiques. C'est-à-dire que quand vous prenez des métaux, certains vont être non magnétiques et d'autres vont devenir magnétiques. La raison pour laquelle ils vont devenir magnétiques, c'est que la mécanique quantique va vouloir que les spins des électrons, des atomes de ces matériaux s'alignent entre eux. Donc, c'est-à-dire que dans des matériaux qui sont magnétiques, comme par exemple le cobalt, le fer, on va avoir spontanément un alignement des spins des électrons dans ces matériaux. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans ce dont on va parler, on peut considérer qu'il y a deux types d'électrons. Il y a des électrons qui sont
à l'intérieur, qui vont rester, on va dire, piégés à l'intérieur des électrons, des matériaux. Donc eux, c'est des électrons qui sont, sédentaires, on va dire. Ils bougent pas trop, ils sont à l'intérieur. Et donc dans un matériau magnétique, ce sont ces électrons qui vont tous être en ordre bien ordonné, à avoir tous leurs spins bien alignés les uns et les autres. C'est un peu comme à l'armée, hop, bien rectifié. Et ça, c'est utile? Il peut y avoir des applications. C'est extrêmement utile parce qu'en fait, je parle de ça parce qu'en fait, ce qu'on va vouloir faire avec la spintronique, enfin avec l'électronique, donc dans une électronique, on va avoir des courants de charge, c'est-à-dire qu'on va faire bouger les électrons, on va s'intéresser à la manière dont leur charge va se propager dans des fils. Et pour la spintronique, on va vouloir créer des courants de spin. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait un courant de spin en fait? Alors, d'habitude, les spins, donc on a ces électrons qui ont des spins bien alignés dans certains matériaux, ok, mais dans la plupart des matériaux, dans ceux qu'on utilise dans nos circuits, du cuivre, de l'or, etc., les spins, en fait, ils n'ont pas de raison d'être alignés. Chaque électron va avoir un spin, mais ils vont être dans tous les sens, en fait. C'est le désordre. Si on veut faire un courant de spin, il va falloir que ces électrons, qui sont des électrons nomades, eux, qui vagabonds, soient alignés. Et donc pour faire ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire passer dans ces matériaux magnétiques, en fait, par exemple dans des métaux magnétiques. Et donc, du coup, les spins des électrons vagabonds, là, qui sont dans tous les sens, au moment où ils vont traverser ces matériaux magnétiques, en fait, ils vont se cogner, il va y avoir beaucoup de diffusion à l'intérieur, et donc ça va rectifier leur spin, c'est-à-dire qu'ils vont être soudain obligés de s'aligner avec les autres, c'est-à-dire ils vont rentrer à l'armée des bons soldats, ils vont tous bien s'aligner, et donc ressortir de cette manière alignée. En fait, lorsqu'ils traversent les matériaux magnétiques, ça va être équivalent pour eux à ressentir un champ magnétique de quelques Tesla. Par comparaison, le champ magnétique terrestre, c'est des millitesla. Donc c'est un champ énorme, et donc ils vont avoir tendance à s'aligner. Et ça n'a pas été découvert spontanément. C'est l'objet, enfin, c'était des recherches patientes. Et donc d'arriver à cet effet-là, on cherche toujours des applications. Donc là, vous avez commencé à vous dire, tiens, on pourrait l'utiliser dans quel domaine? Donc en fait, là, je suis en train d'expliquer effectivement des choses assez fondamentales. Hein. C'est-à-dire comment on crée un courant de spin. Voilà. Après, à quoi ça sert? Peut-être que je vais un peu vite, peut-être que vous avez encore envie de nous donner des informations fondamentales. Oui, mais en fait, c'est ça qui est très intéressant, je pense, avec la spintronique. C'est un des exemples où finalement des recherches fondamentales. Parce que là, on est en train vraiment de parler de la manière dont les électrons interagissent entre eux à l'échelle microscopique, ont pu très vite, à l'échelle d'une dizaine d'années, donner lieu à des applications en fait, industrielles et que tous vous avez pu utiliser. En fait. Donc vous ne faites pas partie de la cohorte des chercheuses et des chercheurs frustrés. 10 ans à l'échelle d'un chercheur, c'est rien. Donc, alors je tiens à dire que ce sont les recherches d'Albert Fert qui ont eu ces applications. Les miennes sont encore à un stade fondamental. Mais comment dire, personnellement, ça m'intéresse énormément l'aspect applicatif, même si je ne pense pas que ce soit forcément nécessaire. Hein. Je tiens à le dire, mais c'est mon goût personnel. Et Albert Fert, alors qu'est-ce qu'il a apporté? En quoi ça a été j'allais dire un breakthrough, enfin un progrès important Voilà, donc Albert Fert, au début de sa carrière, il étudiait justement la manière dont on pouvait créer ces courants de spin dans des matériaux, donc c'était quelque chose de très fondamental. Et ce dont ils se sont rendus compte avec Peter Grunberg, qui est un chercheur allemand, et de manière assez indépendante, c'est qu'en fait, maintenant, si on utilisait la même propagation, donc on met ces électrons vagabonds, là, dont les spins est dans tous les sens, on les envoie dans un seul matériau magnétique, ils ressortent tous alignés pareil. Mais si ensuite on utilise des films extrêmement minces, donc d'une épaisseur de quelques nanomètres, donc on a un matériau magnétique très mince, et on crée une sorte de sandwich, on a un premier matériau magnétique extrêmement mince, suivi par une couche qu'on appelle non magnétique, un métal, par exemple du cuivre, et vous remettez du cobalt très fin ensuite. Suivant la manière dont les deux aimants, finalement ces deux aimants avec au milieu un matériau non magnétique, en fait, suivant la manière dont les aimantations de ces deux aimants sont alignées ou anti-alignées, la propagation de ces électrons vagabonds là, va se faire de manière totalement différente. Hein, c'est assez simple à comprendre finalement conceptuellement, parce que imaginez donc finalement un aimant. On va dire voilà, c'est comme un gros spin, c'est-à-dire qu'on peut considérer donc les deux aimants, ils vont avoir leur pôle nord, pôle sud alignés ou désalignés, c'est-à-dire on va être parallèle ou antiparallèle. On voyait tout à l'heure que les électrons vagabonds, ils arrivent dans un matériau magnétique, ils ressortent tous alignés. On comprend bien que si le matériau magnétique suivant a le même alignement, ils vont pouvoir passer assez facilement, on va dire ils sont déjà alignés.
Par contre, si le deuxième matériau magnétique a son aimantation dans l'autre sens, il va falloir que ces électrons qui arrivent se retournent, en fait, retournent leur spin. Et pour faire ça, ça va être plus compliqué, ça va prendre une certaine distance, il va falloir invoquer des processus de diffusion, etc. Et ça va faire en sorte que la résistance électrique va devenir plus élevée. Parce que la résistance électrique, c'est la facilité à un courant d'électrons de passer. Donc lorsque les deux aimantations des deux matériaux magnétiques sont alignées, on a des électrons qui vont pouvoir passer facilement une résistance faible. Lorsqu'ils sont anti-alignés, la résistance va être élevée. Pourquoi c'est intéressant ça? On en arrive aux applications. C'est parce que c'est extrêmement facile à détecter. C'est-à-dire, mesurer une résistance, c'est simple. Okay, donc on peut, et en plus, les effets peuvent atteindre des variations de l'ordre de 100%, même plus. Ça dépend maintenant du type de matériau, ça a évolué depuis. Donc c'est vraiment assez simple à mesurer, il suffit de brancher un voltmètre. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est un effet qui persiste à des échelles extrêmement faibles. C'est-à-dire que là, je parlais de films, donc on a déjà des échelles faibles dans le sens où l'épaisseur des films est de quelques nanomètres. Mais ce sont des effets qu'on peut voir aussi si on découpe un cylindre de quelques nanomètres à l'intérieur du film. Donc je montre mon micro. Ça ressemblerait à ça, avec les couches magnétiques qui sont comme ça. Okay, et qu'est-ce que ça veut dire, ça, finalement? Ça veut dire que cet effet de magnétorésistance géante, vous pouvez le voir comme une sonde pour un état magnétique. C'est-à-dire, rien qu'en lisant une résistance qui est très simple, je peux savoir si une aimantation est dans un sens ou dans l'autre, respectivement. Okay, à quoi ça sert? Ça a été crucial pour le développement des disques durs magnétiques. En fait, on n'avait pas de au début du développement des disques durs magnétiques, on avait des difficultés à lire très localement l'état des grains magnétiques qui viennent porter l'information dans ces disques durs. En fait, dans les disques durs, vous avez un film mince magnétique avec plein de petits grains magnétiques dont justement les spins peuvent pointer vers le haut ou vers le bas. Et ça encode des 0 et des 1 dans un plan. Pour lire l'état magnétique, on a une tête de lecture. Donc ce disque tourne et on a une tête de lecture qui va pouvoir venir sonder à différents endroits l'information qui a été écrite. Et l'intérêt d'avoir une lecture très locale, c'est que ça permet d'augmenter la densité finalement de l'information écrite dans le disque dur. Et c'est grâce à ça qu'il y a eu à partir à la fin des années 90. Ça veut dire quoi ça? Oui, le développement exponentiel des tailles de la mémoire. Ça, exactement. Ouais. On est passé de quelques mégabits à des terabits aujourd'hui. Voilà. Donc ça a été vraiment extrêmement important pour les développements des ordinateurs, du stockage de l'information actuel. Alors aujourd'hui, c'est un peu caduc ce type de stockage. On a d'autres systèmes comme les SSD dans lesquels le spin n'intervient pas. Est-ce qu'on a d'autres applications intéressantes? Il y a d'autres effets. Il y a un effet spintronique. On dit aussi le transfert de spin. Alors ça, je suis un béotien. Je ne fais pas le malin qui s'y connaît. Je reconnais que je ne sais pas ce que c'est. Vous allez nous expliquer. C'est un autre effet fascinant de la spintronique. Donc effectivement, aujourd'hui, les disques durs magnétiques tendent à être remplacés par des SSD. La raison pour ça, c'est donc le SSD, c'est basé sur la charge. C'est la mémoire est basée sur la charge. Ce qui est posé problème dans les disques durs, et on a été plusieurs à le constater, c'est-à-dire quand ça tombait par terre, la tête de lecture a tendance à se cracher dans le disque parce qu'elle passer à des dizaines de nanomètres seulement au-dessus du disque magnétique. Voilà, donc les disques durs magnétiques sont encore utilisés dans des applications où on n'a pas besoin tellement de transporter ces disques durs, mais effectivement, dans les ordinateurs portables actuels, c'est plutôt des SSD. En tout cas, la spintronique, effectivement, est loin d'être finie. C'est un domaine extrêmement riche et porteur, non seulement en physique fascinante, mais en application. Et donc, voilà, la magnétorésistance géante, finalement, ça permettait de sonder, de lire un état magnétique. C'est-à-dire, suivant que les aimantations sont parallèles ou antiparallèles dans ces structures sandwich là dont on parlait, la résistance variait. Okay, et puis, l'explication, on l'a vu, c'est que lorsqu'on envoie nos électrons un peu nomades à travers ces structures,
Ils viennent se soumettre, ils viennent s'aligner ou s'anti-aligner, voilà. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que dans les années 2000, deux théoriciens, John Slonczewski et Luc Berger, ont prédit qu'en fait, si on envoyait suffisamment de ces électrons nomades et assez rapidement, en fait, ils allaient en fait pouvoir agir, eux, sur le matériau magnétique. Voilà. Alors, en fait, comment ça se passe? Donc, les électrons nomades, avec leur spin qui est dans tous les sens, passent dans le premier matériau magnétique et s'alignent. Si le deuxième matériau magnétique a une aimantation qui fait un petit angle, en fait, qui est un peu différente de l'autre, suivant la direction dans laquelle on envoie les premiers électrons, ils vont, si on en envoie suffisamment vite, suffisamment fort, ils vont réussir à agir sur l'aimantation du deuxième matériau, par exemple. Et ils peuvent même le renverser l'aimantation du deuxième matériau. Ouais. Et ça je crois que vous voyez, vous dites, il faut que je parle des applications. Ouais. Et donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que avec la même structure avec laquelle on peut lire, on peut aussi écrire. Si on est capable de renverser une aimantation, de contrôler sa direction, on est en train d'écrire un bit d'information. Et ce phénomène de transfert de spin, en fait, puisqu'il dépend du débit d'électrons qu'on est capable d'envoyer dans la structure, est d'autant plus efficace à des échelles nanométriques. Donc en fait, dans des cylindres, justement, d'une dizaine de nanomètres de diamètre, avec des épaisseurs d'une centaine de nanomètres, on est capable non seulement de lire l'état magnétique, mais de l'écrire de manière extrêmement efficace. C'est-à-dire que cette écriture peut se faire en moins d'une nanoseconde avec des courants assez faibles. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on a là ce qu'on appelle un bit de mémoire non volatile. C'est une des grandes forces du magnétisme, même à des échelles de quelques nanomètres, l'aimantation peut rester un vrai aimant, c'est-à-dire rester fixe, et l'information stable pendant des dizaines d'années. On peut donc utiliser ce genre de nanocylindre pour stocker des bits d'information. Et aujourd'hui, on est capable d'en mettre de ces cylindres des milliards sur une puce. C'est-à-dire qu'on peut avoir massivement ce qu'on appelle de la mémoire non volatile, extrêmement rapide sur des puces. Voilà. Alors que pour l'instant, dans les ordinateurs, c'est la RAM, la mémoire vive, elle est volatile, elle est très rapide, mais elle est volatile. Exactement. Elle n'a pas cette qualité-là. Exactement. En fait, on a aujourd'hui une quête pour une mémoire parfaite qui serait très rapide, non volatile. Non volatile, ça veut dire tout simplement que si vous éteignez votre ordinateur, l'information ne disparaît pas. Donc on voudrait que des mémoires très rapides, très fiables, voilà, pour pouvoir accélérer encore les calculs. Et on va y arriver grâce à ces avancées? Voilà, donc pour l'instant, donc là où on en est, donc en fait, il y a eu, vous voyez, depuis les années 2000, on est passé de la recherche fondamentale jusqu'au stade où, ces dernières années, les plus grandes fonderies, donc les fonderies, ce sont ces industries qui réalisent les processeurs, en fait, ont intégré ces procédés dans ces mémoires magnétiques, en fait, ces plots magnétiques dans leur processus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable d'intégrer ces bits de mémoire non volatiles au cœur des transistors, en contact direct avec les transistors. Alors ça peut sembler n'être rien, mais c'est une vraie petite révolution, puisque ça permet de venir colocaliser la mémoire et le calcul. Les transistors, on va dire, font le calcul, et les bits magnétiques portent la mémoire, et donc on peut venir mélanger les deux, ce qui est utile pour un nombre d'applications très important. Donc voilà, aujourd'hui, donc j'imagine que la question c'est quel type d'application on peut voir. Donc en fait, ça vient d'être mis dans les procédés des grandes fonderies. Les applications, pour l'instant, c'est surtout pour des applications embarquées. Les matériaux magnétiques, ils ont des avantages, ils sont très fiables, ils résistent bien aux fortes températures et ils résistent très bien aux radiations. Donc pour l'instant, on a des applications de ces mémoires dans des satellites, dans des voitures, dans l'automobile. Je crois que Bugatti, par exemple, va les utiliser dans
dans ces contrôleurs. Donc c'est surtout pour des mémoires dans des conditions extrêmes, mais c'est parce que c'est le début, donc pour l'instant c'est des applications de ce type. Les développements se faisant, on va les voir apparaître de plus en plus dans des processeurs. Bugatti étant une marque de voiture très populaire et peu chère. Voilà, donc je cite ce nom parce que je sais, ça a été annoncé. Non, mais ça prouve que pour l'instant, évidemment, on est pour l'instant sur des... Voilà. Un autre aspect qui est intéressant, c'est que intrinsèquement, d'après ce que j'ai cru comprendre, les composants spintroniques sont beaucoup plus frugaux en énergie. Cette frugalité, autant où les data centers se développent de façon exponentielle, ça va devenir un gros atout. Absolument, c'est ça. Hein. Donc aujourd'hui, les mémoires pour lesquelles ils sont en compétition, ce sont des mémoires volatiles, et donc il faut sans arrêt leur apporter de l'énergie pour qu'elles retiennent l'information, et ensuite il faut aller la stocker ailleurs pour que l'information reste. Donc les mémoires magnétiques sont effectivement frugales et peuvent permettre de diminuer la consommation des processeurs d'une manière non négligeable. Donc c'est en développement actuellement. On a intitulé cette table spintronique et calcul neuromorphique. Alors comment on en arrive au calcul neuromorphique? Qu'est-ce que c'est que le neuromorphisme? On parle aussi de puces bio-inspirées, donc j'imagine qu'on veut s'inspirer de notre cerveau, qui doit avoir quand même quelques petites qualités, puisque ça nous a permis d'arriver jusque-là. Expliquez-nous alors les passerelles et qu'est-ce que c'est que le calcul neuromorphique. Il y a pas mal d'étapes avant d'arriver là. Donc le calcul neuromorphique, c'est une inspiration, c'est de prendre l'inspiration du cerveau en fait, pour faire des calculs. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? C'est parce qu'aujourd'hui, vous le savez tous, il y a les développements de l'intelligence artificielle qui sont vraiment formidables et très impressionnants. Un des soucis néanmoins, c'est la consommation électrique de l'intelligence artificielle. Il y a un papier qui est sorti dans Nature récemment qui donne des chiffres qui sont assez intéressants. Donc, par exemple, vous connaissez certainement ce qu'on appelle ces modèles de langage. Donc, l'intelligence artificielle, ce sont des réseaux de neurones qui sont inspirés de notre cerveau, de la structure de notre cerveau. Mais ensuite, aujourd'hui, ces modèles sont des algorithmes qui fonctionnent sur des ordinateurs qui n'ont rien à voir avec la structure du cerveau. Vraiment rien à voir. À cause de ça, en fait, on est en train de faire comme une transformation, c'est-à-dire on s'inspire du cerveau, on crée un modèle, et ensuite ce modèle, qui finalement est basé sur des simplifications fortes, mais quand même des neurones et des synapses, on le transforme en séries de 0 et de 1, pour aller les compiler et les mettre dans nos ordinateurs. C'est-à-dire qu'on perd complètement la structure initiale du réseau de neurones. Comment on pourrait faire donc pour garder cette structure? Comment faire pour garder cette structure? Eh bien, il faudrait garder le fait que dans le cerveau, les neurones et les synapses, qui sont, pour l'instant, c'est ce qu'on pense en tout cas, les ingrédients fondamentaux des calculs que nous faisons dans notre cerveau, il faudrait physiquement les garder très proches et très interconnectés. Ce n'est pas le cas dans nos ordinateurs. En fait, dans nos ordinateurs, actuellement, il y a un partie processeur et une partie mémoire. Et ces deux blocs sont séparés spatialement. Et même s'ils sont séparés que de quelques millimètres, en fait, on est sans cesse obligé d'aller transférer, d'aller chercher des informations dans la mémoire, de les ramener dans le processeur et de faire ces échanges sans arrêt. C'est un peu... j'aime bien l'image de la cuisine, hein, parce que finalement, un algorithme, c'est un peu comme une recette de cuisine. Et un processeur, c'est un peu comme une cuisine. La mémoire, c'est le placard où il y a tous les ingrédients, et le processeur, c'est le four, en fait. Et si on compare un processeur d'ordinateur à une cuisine, c'est un peu comme s'il y avait 300 mètres entre le four et l'endroit où vous stockez vos ingrédients. Donc autant dire que ce n'est pas du tout optimisé, quoi. Dans le cerveau, on peut voir un peu, de manière très imagée, les neurones comme plein de petits cuisiniers qui viennent prendre dans les synapses qui portent la mémoire les ingrédients. Ils sont directement à portée de main. Ils sont connectés directement, donc ils n'ont qu'à tendre la main pour prendre les ingrédients. Donc on n'a pas le programme et le processeur sont au même endroit. Le programme et la mémoire et le processeur sont au même endroit. Et le programme et le processeur, c'est la même chose. Voilà. Et ça, pour l'instant, c'est notre limite. On n'arrive pas à reproduire vraiment ça. Alors, c'était cette transcription algorithmique, elle freine, elle bloque, même comme vous l'avez dit, même si elle est peu éloignée, elle... Oui, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle,
vous savez, on dit souvent c'est le big data. Il faut aller stocker toutes ces données en mémoire. Et puis en fait, c'est des modèles aussi qui apprennent. La manière dont ils apprennent aujourd'hui, c'est donc en fait on a un réseau de neurones. Donc on a des synapses qu'on appelle des paramètres qui sont tous stockés dans la mémoire. Donc par exemple, les modèles récents de langage ont un nombre de paramètres qui est équivalent au nombre de synapses qu'on a dans le cerveau. 10 puissance 15. Donc on a 100 milliards de neurones de cerveau, 10 000 fois plus de synapses. On est à ces stades-là. Donc c'est des quantités de mémoire énormes. Le fait de séparer la mémoire du calcul, c'est terrible pour les intelligences artificielles, parce qu'à chaque pas d'entraînement, et il y en a énormément, il y en a des millions, même plus, il faut aller chercher toutes ces informations dans la mémoire, les ramener dans le processeur et faire ces va-et-vient. Ça consomme énormément d'énergie. Alors donner des chiffres, c'est toujours compliqué, parce qu'on cherche toujours à comparer le cerveau finalement à ce que font nos processeurs actuels, ou les algorithmes actuels. Alors, bien sûr, les algorithmes actuels sont extrêmement puissants. C'est passionnant de voir les développements des modèles de langage qui font des choses incroyables. Le cerveau reste quand même plus polyvalent. On fait pas seulement du langage, on fait plein de choses en même temps, ce que ne font pas encore ces modèles. Et puis dans une densité, enfin je veux dire, juste dans la boîte crânienne, il se passe pas mal de... Enfin, il y a un ratio d'efficacité énergétique qui est pour l'instant indépassable. C'est ça. On dit qu'on consomme à peu près 20 watts dans le cerveau. De toute façon, vous voyez bien combien vous avez à peu près besoin. Enfin, le cerveau, c'est à peu près 20% de ce qu'on mange. Hein. Donc, voilà. Donc, il y a des études actuellement pour essayer de comprendre, de chiffrer un petit peu la consommation électrique de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Il y a un papier qui est sorti dans Nature très récemment, des études qui ont été faites à Paris-Saclay. Il y a un papier qui s'appelle Bloom qui est sorti très récemment. Donc en fait, on voit que pour faire fonctionner une intelligence artificielle pour le langage, l'entraînement, en fait, donc la partie pour la rendre opérationnelle, c'est l'équivalent de la consommation d'environ 33 000 foyers américains pendant un an. Alors je ne sais pas si ça parle, mais c'est aussi... Si, ça parle, on voit bien. C'est aussi, on va dire... pour réussir à entraîner, il faut une fraction de ce que peut produire un réacteur nucléaire par jour. Quoi. Donc le calcul neuromorphique fondé sur la spintronique pourrait permettre des avancées considérables en termes d'efficacité énergétique. Voilà, puisque en comparant la consommation électrique de ces processeurs au cerveau, on se rend compte qu'il y a une différence, alors, qui est dure à chiffrer, mais qui est de l'ordre de... On peut dire que le cerveau est 100 à 1000 fois plus efficace. Pas mal. Donc ça fixe. Et ce qui est bien, c'est qu'on sait que ça marche. Enfin, je crois que c'est clair. Donc on sait... Alors pas forcément pour tout le monde, Julie, mais oui. Voilà. Alors il y a deux façons, d'après ce que j'ai lu, je peux dire des bêtises, hein, pour fabriquer des neurones artificiels. Il y aurait de générer des trains de spike, j'ai lu, des potentiels d'action, pour s'apparenter à un neurone biologique, ou une approche dite non linéaire. Qu'est-ce que vous privilégiez? Expliquez-nous un petit peu. Parce que je sais que vous avez mené à bien, vous avez réussi à créer un neurone. Oui, enfin une dizaine. Ah, une dizaine, on va en parler de un. Oui, sur la reconnaissance vocale, on en est où justement? Et entre ces deux pistes, laquelle vous privilégiez-vous? Oui, donc c'est un sujet de débat, de recherche actuelle. Là, on est dans la recherche fondamentale en ce qui nous concerne. On a parlé de la mémoire magnétique, de bits magnétiques. On a vu que ces bits magnétiques pouvaient être connectés à des transistors. Donc on peut d'ores et déjà, imaginer un système où les transistors vont quelque part être assemblés pour ressembler physiquement ou faire les fonctions physiques des neurones. Et on pourrait stocker dans les bits magnétiques la mémoire et les mettre très proches. On peut les mettre très proches, donc on pourrait, grâce à ça, éviter les transferts de calcul. Une des grosses difficultés, finalement, pour imiter le cerveau, c'est la connectivité. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que dans le cerveau, un neurone est connecté à, en moyenne, 10 000 autres par des synapses. Donc, ce qu'on peut faire, nous, avec les nanotechnologies, on peut créer des nanosynapses, enfin, je vais en parler, on peut créer des nanoneurones aussi, mais la question, c'est comment... Donc en général, ce qui se passe, c'est qu'on a une plaque de silicium, puis ces nanoneurones, ces nanosynapses, ça ressemble à des cylindres sur cette plaque.
Ok, donc on peut en faire un très grand nombre. C'est l'intérêt des nanotechnologies. Il faut les interconnecter. Voilà, comment on fait pour en mettre 10 000 C'est-à-dire, si j'ai un plot de 10 nanomètres, comment je fais pour avoir 10 000 fils qui arrivent sur ce truc? Et chacun doit... Voilà, ça, c'est l'énorme défi. C'est l'échelle qui pose problème? C'est l'échelle. La densité, c'est-à-dire que notre but, c'est de faire tout ça avec très peu d'énergie. Okay, donc effectivement, pour consommer très peu d'énergie, il faut être miniature. Il faut une très forte densité, sinon on ne sera pas compétitif avec ce qui se fait actuellement. Donc c'est ça le but, c'est d'être extrêmement compact. Et donc de manière compacte, pour réussir à connecter un très grand nombre de nanocomposants, c'est un vrai défi. Donc c'est là où la spintronique c'est assez fabuleux, c'est-à-dire qu'on peut utiliser d'autres propriétés de la spintronique que la mémoire. C'est le fait que les spins, ce sont des vecteurs, c'est des éléments tridimensionnels, c'est des flèches qui peuvent tourner en fait. Et donc on parle de dynamique de spin. Il peut y avoir une dynamique de spin et ces spins, il peut y avoir tout un tas de configurations. C'est-à-dire dans un matériau magnétique, on n'est pas obligé d'avoir tout le monde aligné parfaitement. On peut avoir des courbures, on peut avoir des vortex de spin, on peut avoir des bulles topologiques qu'on va pouvoir propager. On peut avoir des deux ondes belles de expressions, spin. vortex de spin et bulles topologiques. Je ressortirai dans les dîners en ville et voilà. J'aurais l'air très savant. C'est des choses c'est élégant. Vous qui êtes sensible à la poésie, c'est élégant. C'est très élégant et c'est fascinant. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a une forme de dynamique. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends un matériau magnétique, les spins, les spins voisins vont se sentir et être interconnectés, mais on peut, par exemple, créer des ondes de spin. C'est-à-dire qu'on va avoir des vagues de spin qui vont se propager comme ça. Voilà. Et donc, ce qui a été montré, c'est que par l'effet de transfert de spin dont on parlait tout à l'heure, si on prend un cylindre, donc quand on envoie une impulsion brève, on en a parlé tout à l'heure pour écrire l'information dans ce cylindre, on envoie une impulsion brève, de courant, on va pouvoir renverser l'aimantation. Mais si on se met dans d'autres conditions, avec les mêmes cylindres, et qu'on envoie le courant de manière un peu plus longue, on va pouvoir générer des mouvements circulaires et auto-entretenus de l'aimantation. Voilà, elle va commencer et elle ne va jamais s'arrêter, ça va tourner comme ça tant qu'on applique le courant. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce que comme c'est les mêmes matériaux, la faussure, comme c'est les mêmes matériaux que la magnétorésistance géante, lorsque on a ces mouvements d'aimantation, on passe un peu plus parallèle, antiparallèle, parallèle, antiparallèle, donc la résistance va varier. Donc en fait, si je branche un voltmètre aux bornes de ce tout petit composant, je vais avoir une variation oscillante de la tension. Et ce qui est très intéressant, c'est que la fréquence caractéristique est de l'ordre du gigahertz. Ok. Pourquoi c'est intéressant, le mégahertz, le gigahertz? Parce qu'en fait, ça correspond à des ondes radio. Donc en fait, on peut envoyer cette information comme on enverrait des ondes radio vers d'autres composants. Donc nous, dans le laboratoire, ce qu'on étudie avec mes collègues à Thales, notamment Franck Mizrahi, puis Dédalo Sánchez-Hernandez, on regarde comment on peut utiliser. En fait, ce qui se passe, c'est quand on envoie un courant, en fait, si le courant est trop faible, il ne se passe rien. Puis si le courant est suffisamment fort, ça va se mettre à tourner et on peut envoyer une information. Et ça ressemble beaucoup à ce que font les neurones en intelligence artificielle. Donc en fait, on utilise ces petits émetteurs radio non linéaires comme des neurones. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez comme c'est une onde qu'on peut propager un peu. Alors, on ne l'envoie pas dans l'air comme ça, c'est-à-dire on l'envoie quand même dans des fils, mais en utilisant ces propriétés d'onde, on peut réussir... On résout une partie du problème de la transmission d'informations. Voilà. À quelle échelle on peut espérer, c'est toujours difficile de faire des prédictions, mais c'est-à-dire d'avoir un cerveau aussi basique que le mien, par exemple? L'équivalent, je parle, oui. Parce que pour l'instant, vous dites qu'il y a 10 neurones qui sont connectés. Oui, on a publié un papier récemment qui donne une preuve de concept. C'est-à-dire qu'on a 10 neurones et synapses et on fait un tout petit réseau de neurones avec ça. Donc ça montre qu'on a une espèce de prototype miniature extrêmement simpliste de ce qu'on pourrait faire. Ce qui est intéressant, c'est que chaque synapse et chaque neurone de notre réseau est strictement similaire, enfin en tout cas extrêmement proche, au cylindre des mémoires magnétiques, dont on sait déjà faire des
des prototypes de gigabits, donc des milliards sur une puce. Donc on a cette perspective d'aller à ces échelles-là. C'est quoi l'étape manquante? C'est de passer... déjà, voilà, on a démontré un petit prototype. Ensuite, il faut être capable de simuler un algorithme. Une des plus grands défis, on va dire, actuels de ce genre de recherche, c'est que, à l'échelle nanométrique, les composants, intrinsèquement, ont des défauts. On ne peut pas faire des composants parfaits. Et donc, on ne peut pas faire de la correction d'erreur comme alors, faire de la correction d'erreur, pourquoi pas? Le problème, c'est que ça coûte de l'énergie. Et nous, on veut rester le plus compact possible. Pour être compétitif avec les autres. Exactement. Ouais. Et donc, il faut qu'on trouve... Donc, aujourd'hui, les IA, c'est basé sur des composants parfaits. Et ça considère, c'est des modèles parfaits, et ça tourne sur nos ordinateurs où les milliards de transistors sont tous parfaits et identiques. Ce qui n'est pas le cas pour l'informatique quantique, mais bon, c'est un autre débat. Ouais, ce qui n'est pas le cas pour l'informatique quantique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que dans le cerveau, les processus tendent à être également bruités. Par exemple, les neurotransmetteurs dans vos synapses, lorsqu'il y a justement un de ces afflux électriques des neurones, donc un spike de neurones, ça va générer parfois des neurotransmetteurs, mais ça se fait de manière bruitée. Des fois, il y en a qui vont être créés, des fois pas, avec une probabilité quand même qui est assez faible. Seulement 20% de chances que ça se produise. Donc on a des composants très bruités dont le bruit, donc c'est-à-dire que le bruit, on va dire, des composants du cerveau, des synapses, qui sont d'ailleurs d'une vingtaine de nanomètres, donc dans des tailles très similaires à ce qu'on peut faire sur nos puces, sont similaires à ce qu'on a avec des nanotechnologies. Donc même si on ne sait pas encore comment le cerveau fait pour fonctionner avec précision malgré des composants, on va dire, imparfaits, on sait que c'est possible. Donc ça, c'est vraiment, je pense que c'est la clé de la recherche actuelle, c'est de comprendre comment faire. Julie Grelier, si je vous dis parchemin dont je suis les routes pour lire les glyphes que tu as inscrits et que je ne comprends pas, je t'écoute, dis-moi, quelle est la direction? Par où se trouvent les chemins de la joie? À qui me frotter ou pas? Vous me dites quoi? Eh ben, je suis touchée que vous lisiez un de mes poèmes. J'ai écrit. Et oui, tout à l'heure, je faisais référence à la poésie parce que elle avait du temps à perdre. Il lui restait pas mal de temps libre. Et donc, Julie est autrice aussi. Là, c'était un clin d'œil d'un recueil de poèmes qui s'appelle Pau, publié chez Tango Girafe. Merci beaucoup, Julie Grelier, pour vos explications. Je crois qu'on peut l'applaudir avec chaleur. Et on va profiter de sa présence pour prendre une ou deux questions. Voilà. Manifestez-vous si vous voulez vous poser une question. On a des micros. Vous pouvez vous lever de façon à ce qu'on puisse vous voir. Oui, monsieur, levez-vous, on va vous donner un micro. Merci pour votre exposé. Je me posais la question sur la partie programmable des systèmes neuromorphiques, parce que du coup, on distribue la partie calcul. Comment on peut, du coup, avoir un système pour envoyer des instructions? Alors, c'est une excellente question. Et la réponse est complexe, bien sûr. Donc, aujourd'hui, il y a des développements. En fait, les premiers réseaux neuromorphiques qu'on va voir utiliser, on va dire, de manière commerciale, vont faire ce qu'on appelle uniquement l'inférence. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas la partie entraînement. C'est-à-dire que la partie entraînement sera faite sur un ordinateur. Ensuite, on va venir écrire les poids une fois pour toutes, les paramètres, les synapses, et puis après, le réseau sera prêt à être utilisé. Pour ce qui est de réussir à faire une écriture des paramètres sur une puce, donc un entraînement sur la puce, c'est un sujet de recherche complexe et actuel. Pour certaines personnes, l'idée, on en parlait tout à l'heure, c'était en fait les neurones dans le cerveau émettent des impulsions, ce qu'on appelle des spikes. Et donc, on peut espérer, tout comme c'est le fait dans le cerveau d'ailleurs, écrire les synapses grâce aux impulsions de tension créées par les neurones auxquels elles sont connectées. C'est ce qui se passe dans le cerveau et c'est probablement une des manières les plus intéressantes de procéder sur puce. La complexité, c'est qu'on comprend encore mal comment une synapse à l'intérieur d'un réseau qui finalement ne connaît du reste du monde que ces deux neurones, est capable de réaliser des tâches avec une forte précision, alors que la précision est donnée par des neurones à la fin du réseau. C'est-à-dire qu'on a, voilà. Donc ça, il y a beaucoup de travail, et c'est pour ça que c'est un sujet très intéressant, le neuromorphique, c'est que c'est à la fois
un travail sur les matériaux, mais aussi sur les algorithmes, parce qu'il faut qu'on comprenne, qu'on arrive à réaliser les algorithmes les plus puissants possibles en s'inspirant du cerveau. Est-ce que nous avons une autre question? Une dernière question? Écoutez, merci beaucoup, Julie. On peut l'applaudir à nouveau. Merci à vous. Alors, si vous souhaitez poursuivre le dialogue avec Julie, vous pouvez la retrouver à notre espace librairie où elle va dédicacer 2 ouvrages, Estelle et Noé à la découverte des intelligences artificielles, et Pau, je l'ai dit, un très beau recueil de poésie. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants pour notre 2e session, connaître les génomes du vivant, pourquoi faire. Je vais vous demander de sortir rapidement de la salle pour laisser entrer celles et ceux qui sont inscrits à cette session. Et je vous informe que la question suivante sera en anglais, donc si vous souhaitez revenir, n'oubliez pas de prendre un casque pour la traduction. À tout de suite.